Depuis plus de 700 ans, le pont Saint-Blaise permet de traverser en toute saison la rivière Aveyron. Jadis, il était utilisé par les marchands ambulants, les pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques. Aujourd'hui, il est emprunté par les visiteurs curieux de découvrir l'un des plus beaux coins de Midi-Pyrénées. En suivant ce cours d'eau, nous allons explorer 3 sites d'exception. Najac, Villefranche de Rouergue et Belcastel. 3 villages qui doivent une grande part de leur attractivité à la passion de ses habitants pour leur histoire, leur patrimoine. Cap sur les plus beaux villages de la rivière Aveyron. L'Aveyron, qui prend sa source au pied du Massif central, parcourt environ 300 km avant de se jeter dans le Tarn. Tantôt, ses vallées sont larges, tantôt elles sont profondes, comme dans cette région à l'ouest de Rodez. Ici, la rivière a dû contourner des roches très dures pour creuser son lit, dessinant des méandres profonds. Soudain, telle une presqu'île en plein ciel, une apparition. Najac, un château qui en impose, un village à la configuration inédite. Le piton rocheux offre une protection naturelle si parfaite qu'au XIIe siècle, les comtes de Toulouse, qui règnent alors sur ce territoire, décident d'y établir leur plus puissante forteresse en Rouergue. Isabelle, le visiteur d'aujourd'hui qui arrive avec des intentions non belliqueuses et essoufflées, mais il comprend que c'est vraiment un bon endroit pour se protéger d'éventuels assaillants. Ah oui, mais l'endroit est stratégique parce que nous sommes à la frontière du comté de Toulouse. Côté nord, vous avez le royaume de France, juste derrière. Et puis de ce côté-là, c'est la plaine d'Aquitaine. Et au XIIe siècle, on sait que ça appartient au royaume d'Angleterre. Donc les comtes de Toulouse, en s'installant sur ce piton rocheux, face aux Français et aux Anglais, montraient leur puissance. Cela explique également que Najac devient intéressant politiquement relativement tôt dans son histoire. Oui, je pense que Najac a été une ville très importante. D'abord, c'est une ville riche, par les minerais, par le commerce. C'est une ville qui a été implantée à la croisée des chemins. Il y avait des voies romaines qui passaient par là. Donc depuis les Romains, on va grandir pour devenir une ville de 6000 habitants, d'après l'évêque de Rodez au XIVe siècle. Et donc, du coup, politiquement, on trouve des gens importants, des gouverneurs, des sénéchaux. On a des gens qui font partie de l'administration. Najac est vraiment une pièce essentielle pour les comtes de Toulouse. Oui, je pense que les comtes de Toulouse ont bien compris et ils vont en faire la capitale économique et politique du Rouergue. Le destin de Najac et de son château va basculer un siècle plus tard lorsque, faute d'héritier direct, le comté de Toulouse devient possession de l'ennemi d'hier, le royaume de France. C'est Alphonse de Poitiers, frère du roi Saint-Louis, qui est le nouveau maître. Il décide alors de totalement remanier le château fort pour en faire une forteresse royale. Le chantier, lancé en 1253, dure 10 ans et met en œuvre tout l'art militaire du XIIIe siècle. On va s'apercevoir ici qu'on a un catalogue d'éléments défensifs. Et cette forteresse va nous apporter ici un chef-d'œuvre d'architecture militaire. Donc déjà, on se rend compte que dans ce couloir, on n'a pas de recul pour le bélier. On ne pourra jamais défoncer la porte. Il y a un angle droit. Vous voyez, un angle droit, pas de recul pour... Et ici, si jamais on évite et qu'on arrive à rentrer, on est attaqué par cette herse qui va descendre dans un rail de pierre. Et entre la herse et la porte, on s'aperçoit qu'il y a une énorme fente de 25 mètres qu'on appelle assommoir ou machicoulis. Et là, donc, on va recevoir sur la tête toutes sortes de choses pour nous briser le cou. Alors, nous arrivons ici dans le donjon. C'est un chef-d'œuvre d'architecture militaire et qui a été bâti donc par notre nouveau seigneur, ici, Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis. Et donc, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que ces archères, ces meurtrières, ces archères font 7 mètres de profondeur et sont encore les plus grandes qu'on a jamais faites. Et donc, ça permettait donc de voir très très loin, mais en même temps de pouvoir plonger le regard de l'archer jusqu'à la base du donjon pour qu'il n'y ait aucun angle mort. Alphonse de Poitiers veut montrer que son donjon est puissant.
Dans la société féodale, un donjon, c'est plus qu'un élément défensif, c'est aussi un outil de communication. Alors c'est certain qu'ici, Alphonse de Poitiers, le nouveau chef, le nouveau comte de Toulouse, va certainement bâtir sa forteresse pour montrer sa puissance. Il est accueilli comment? Parce que c'est l'ennemi d'hier, quand même. Alors évidemment, c'est le frère de Saint-Louis. Il vient prendre le pouvoir ici, sur ce comté de Toulouse. Il a épousé notre princesse, Jeanne de Toulouse. Et donc il faut qu'il s'impose. Et comme le Najac est un territoire un peu, on va dire, en révolte qui couve, il faut montrer à ce peuple que c'est lui le nouveau patron. Et par la grandeur de son donjon, peut-être aussi, il va nous le prouver. Alphonse de Poitiers est certes un souverain autoritaire, mais il va se révéler un formidable gestionnaire pour ce territoire. Il met en place une administration, développe les échanges, le marché de Najac prend de l'importance. Le village, qui attire de plus en plus de monde, doit s'agrandir et là encore, la topographie du lieu dicte sa loi. Comme toujours à l'époque féodale, autour d'une forteresse, il y a des habitations. Oui. À Najac, on a un bourg castral qui se construit à partir du XIe siècle, donc bien avant l'arrivée d'Alphonse de Poitiers, autour de cette première forteresse. Donc la forteresse protège les habitants. Et on est sur les prongs rocheux, du coup l'habitat est très resserré, très dense. Donc c'est très étroit. Alors comment ça se passe quand il y a besoin d'accueillir plus de monde? Il reste de la place ou pas? Alors à Najac, la seule place qui nous reste, c'est la crête. Donc il faut imaginer, avant là, il n'y avait rien. Donc quand la ville s'agrandit, les quartiers se construisent tout en longueur le long de cette crête. Là, on rentre dans le quartier neuf, donc celui qui est construit à partir du XIIIe siècle. Donc c'est le quartier du Bourguet. Bourguet signifie tout simplement le petit bourg. La vision, elle est étonnante, c'est un village-rue. Oui, tout à fait. On n'a pas l'occasion de mettre plusieurs rangées de maisons. Non, il y a seulement une seule rangée de maisons, donc, des deux côtés de la rue, avec les jardins derrière. Et tout au bout de ce village-rue, qu'est-ce qu'il y a? Alors là-haut, c'est la place du Faubourg, autrement dit la place du Barry. Donc le Barry, c'est le Faubourg, le quartier en occitan. Donc c'est la place du marché. Elle a été construite à partir du XIVe siècle dans le but d'accueillir les foires et les marchés à Najac. Où est-ce qu'on se trouve, Lucille, ici? Là, on est dans la maison du gouverneur. C'est la plus grande maison de Najac. On est là vraiment au pied de la forteresse, dans le bourg castral, vraiment à l'entrée du bourg castral. Il vit ici, mais il a quand même le privilège de pouvoir se réfugier dans la forteresse en cas d'attaque. Alphonse de Poitiers a installé son pouvoir, le montre avec ce château fort. Tout se passe bien entre lui et les Najacois? Alors au début, pas vraiment, puisqu'il veut imposer son pouvoir, le pouvoir capétien à Najac. Les Najacois sont très attachés à leur indépendance, à leur attachement au comté de Toulouse. Du coup, au moment de la prise de pouvoir d'Alphonse de Poitiers, il se révolte. Et pour imposer encore plus son pouvoir dans la région, il décide de construire une ville nouvelle à 20 km d'ici, Villefranche de Rouergue. Mais Najac restera pendant des siècles encore un lieu de pouvoir militaire très important. Il suffit de remonter la rivière Aveyron sur 20 km pour découvrir la rivale de Najac, Villefranche de Rouergue. Fondée en 1252, cette bastide est un bel exemple de ce mouvement d'urbanisation sans précédent qui a touché l'Europe, et en particulier le sud-ouest, à partir du XIIIe siècle. Sur les 300 villes nouvelles créées en France, Alphonse de Poitiers va en fonder plus de 50 en seulement 20 ans. C'est le lieu idéal, Christophe, pour prendre la mesure de la rigueur du plan urbanistique d'une bastide. Oui, elle s'organise autour d'une place qui est généralement de grande dimension, qui va devenir le centre des institutions très très rapidement. Et tu vois, cette place est distribuée par des rues charretières, 4 en l'occurrence, des rues qui font 6 mètres de largeur. Tout cela naturellement pour acheminer les marchandises colportées par les gens qui viennent de la campagne. Ce qui marque, avec cette concentration de toitures, c'est la densité. Il y a une pression foncière qui est sans doute considérable dès le XIIIe ou le XIVe siècle. Et on va bâtir absolument partout, dans toute la profondeur des parcelles. Et voilà, on a ici une stratigraphie aérienne ou semi-aérienne qui nous montre cet encombrement des parcelles qui se collent les unes contre les autres, avec une texture de toiture également qui raconte voilà, les hauteurs de maisons, les volumes de maisons qui sont des maisons qui étaient inégales. C'est-à-dire que quand on s'installait dans une bastide, on obtenait un terrain qui n'était pas forcément celui qu'obtenait le voisin.
C'est l'une des plus grandes bastides fondées dans le sud-ouest de la France au milieu du XIIIe siècle. C'est un projet qui est porté par le roi de France. Donc le dimensionnement de la bastide correspond à ce personnage qui est extrêmement ambitieux. Il marque son empreinte aussi sur le territoire. Il marque son empreinte, bien entendu. La fondation d'une bastide est un geste politique. Politique et plus encore économique. Créer à partir de rien une bastide est un projet qui peut très bien échouer. Mais à Villeneuve de Rouergue, il suffit de regarder la collégiale Notre-Dame pour mesurer le succès de l'entreprise. C'est une église qui est de très très grand dimensionnement dès le départ. Hein. La première pierre est posée en 1260. Tout de suite après la fondation de la ville. Alors naturellement, l'église va être agrandie progressivement et au XVe siècle, on la flanque d'un clocher-porche absolument magistral. La ville elle-même, à travers ce clocher-porche, exprime sa réussite quelque part. C'est un symbole urbain, c'est un bâtiment religieux, mais c'est un symbole urbain. C'est l'affirmation de la réussite économique, administrative, judiciaire, politique de la ville. Dans une bastide, la place du marché est toujours au centre. Car l'objectif est bien d'assurer la prospérité des fondateurs, mais aussi des habitants. On les a attirés en leur donnant gratuitement le terrain, en leur offrant des exonérations de taxes, comme l'indique le nom, Villefranche, mais aussi en leur proposant une nouvelle sorte de contrat social. Les civils sont en effet associés à la gestion de la ville à travers des consuls choisis parmi les notables, les commerçants. Les escaliers intérieurs, les façades de certaines maisons disent la réussite de cette classe marchande que l'on appelle les bourgeois. Voilà, alors tu vois Eric, on arrive place de la Fontaine pour découvrir cette cuve sculptée. Alors c'est l'unique fontaine publique de la Bastide, de la ville, à cette époque et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et naturellement, c'est un équipement qui va profiter à tous les habitants, qui est réalisé à la demande des consuls, à l'initiative des consuls. Ce sont des habitants, généralement des marchands avisés, des notaires. Ils constituent l'élite urbaine qui vont s'occuper de conduire tous les aménagements, tous les travaux, de réaliser tous les équipements dans une ville. Ils vont avoir un rôle de médiateur entre les habitants et le pouvoir central. On est un peu héritier de cette façon de vivre ensemble dans une ville aujourd'hui. Absolument, absolument. Et c'est cette fonction consulaire, ces équipes consulaires qui se mettent en place, qui naturellement procèdent de l'histoire romaine, du droit romain. C'est un héritage romain tout ça. Préfigure effectivement les équipes municipales qui vont apparaître progressivement à la fin du XVIIe et puis qui vont s'implanter dans tout le territoire au XIXe. Derrière les belles pierres, les maisons, les monuments, il y a toujours des histoires humaines. Nous voici à la Chartreuse Saint-Sauveur, construite au XVe siècle aux portes de la ville. Comment imaginer que ce chef-d'œuvre religieux du gothique flamboyant doit son existence à un civil, un marchand de Villefranche, en proie à la fin de sa vie à des questions existentielles? Ce marchand s'appelle Vézian Valette. Consul, marchand de draps, homme considérablement riche, naturellement soucieux d'arriver en bon état au paradis, de prendre peut-être un ascenseur. Et il décide, avant un voyage qui va le conduire à Rome, où il mourra de la peste, de léguer toute sa fortune via un testament à la construction d'un monastère. Et c'est un monastère de Chartreux qui sera bâti sur des terres qu'il détenait à la sortie de la ville, aux abords de Villefranche, où va s'installer une communauté de moines dès la fin des années 1450. Il est magnifique quand même, ce petit cloître. Ce petit cloître est somptueux, c'est vraiment le cœur de ce monastère. Petite dimension en fait. De petite dimension, ils le sont tous, mais ce petit cloître s'articule avec un grand cloître autour duquel s'organisaient les ermitages des 13 pères qui vivaient dans le monastère jusqu'à la Révolution française. Cette Chartreuse, ça fait partie des endroits qui expliquent ta passion pour l'histoire, le patrimoine. Oui, c'est un des monuments que j'ai découvert en premier en arrivant dans la région il y a presque 20 ans. Je l'ai découvert dans le silence, en plein hiver, c'était très très impressionnant. Le grand cloître était couvert de neige, un silence absolu, un froid de gueux.
Et j'ai essayé, en me promenant dans ce monastère à plusieurs reprises, d'imaginer aussi tout ce que ça pouvait représenter, parce qu'on a parlé effectivement de pouvoir, d'argent, mais d'efforts technologiques, d'investissements technologiques, et puis tous ces hommes qui ont transporté de la pierre, de la chaux, du sable, donc un chantier absolument gigantesque, et un chantier relativement court, à peine une dizaine d'années. Un monument, en fait, ça transpire l'humain. Oui, il faut savoir le décrypter, il faut savoir s'y perdre, il faut savoir prendre la mesure, prendre le temps, se poser, l'observer, faire travailler ses yeux pour le comprendre, pour s'en rapprocher. Retour au pied de Najac pour découvrir non pas un village, un château ou une bastide, mais un monument du patrimoine naturel, les gorges de l'Aveyron. Quelle vue là sur le château de Najac. C'est une autre façon de découvrir la région, d'être comme ça au fil de l'eau. Hein. C'est clair, c'est le meilleur moyen de découvrir la rivière, vu que c'est un tronçon très sauvage de l'Aveyron. Et la rivière tourne vraiment autour du village de Najac, ça fait un beau méandre. On arrive devant le fameux pont Saint-Blaise, il date du XIIIe siècle, hein, c'est ça? XIIIe, oui, c'est ça, ouais. Il a toujours été comme ça, sauf qu'il y a eu à un moment donné une destruction au XVIIIe d'une partie du pont qui a été reconstruit. Et il y avait également 2 tours de part et d'autre du pont. Donc c'était des tours fortifiées. C'était vraiment une entrée protégée par le sud du village de Najac. Aujourd'hui, cette rivière, elle a l'air très calme, c'est toujours le cas? Non, ce n'est pas toujours le cas. Le débit moyen de la rivière sur l'année, c'est 20 mètres cubes secondes. Donc aujourd'hui, on a 1 mètre cube. Ah oui. Et il faut imaginer des débits qui peuvent aller jusqu'à 150 mètres cubes secondes. Ça explique d'ailleurs que cette rivière, elle n'a jamais historiquement vraiment été naviguée. C'est trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué. Il faudrait mettre des écluses tous les 2 km. Et dans un endroit sauvage tel qu'il est, c'est vraiment inenvisageable. À partir de Najac, la rivière Aveyron, elle change vraiment de physionomie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On va avoir une succession de petits rapides pendant 13 km. Et dans un cadre vraiment, il n'y a plus la civilisation, il n'y a plus aucune maison. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, là, ça va aller vite. Ouais, yes. Là, c'est allé assez vite, hein. L'Aveyron, dans sa partie la plus encaissée, n'est pas un cours d'eau dont il est facile de longer le lit. Souvent, il faut couper par les sommets, traverser les champs, puis descendre à nouveau au fond de la vallée. Mais la curiosité est toujours récompensée. Nous voici à Belcastel, un splendide village médiéval dominé par un château fort dont les origines remontent au XIe siècle. Belcastel, c'est l'histoire d'une résurrection. Le fait que le site, avec ses jolies ruelles, ses toitures de l'eau, ses vieilles bâtisses, soit labellisé plus beau village de France apparaît aujourd'hui comme une évidence. Mais il y a 30 ans, c'était loin d'être le cas. Dans les années 1980, les maisons étaient en ruine. Toutes les maisons qui étaient au-dessous du château étaient toutes en ruine. Alors quand on dit en ruine, c'était quoi? Les murs tombés? C'était un tas de pierres, les murs étaient tombés, on a tout repris. Et on a commencé à reprendre tout cela à partir, j'ai été élu en 83, et en 1986, on a commencé les restaurations des maisons. Quand vous avez l'idée de sauver, on peut dire, le village Belcastel, comment c'est accueilli? Robert, vous étiez là, vous au début, on a dit quoi? Il est un peu fou? Tout le monde était quand même un peu surpris de le voir se lancer dans une opération aussi importante, disons. Parce que la restauration des maisons, c'est quand même pas facile. Et il faut avoir les moyens, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'au départ, pour faire cette escalade, c'est les premiers travaux que j'ai faits, j'ai eu des soucis d'argent. Je n'ai pas peur de le dire, j'ai eu des soucis d'argent. Et on a attaqué la première maison. Cette maison appartenait à la commune. Et il faut savoir que cette maison a été restaurée par le lycée technique d'Aubin, qui m'a formé des maçons, des plâtriers, des couvreurs et des charpentiers. C'est quand même extraordinaire
Il y avait quand même à un moment donné entre 15 et 16 élèves qui travaillaient là pendant 2 ans. Et vous savez, ces jeunes maintenant, qui ont certainement la trentaine, sont fiers de venir là, vers voir ce qu'ils ont fait. Et je dis, c'est un exemple. Voilà comment on peut sauver nos villages. Il faut croire que Belcastel a tant de charme qu'on ne peut lui résister. Car bien avant que Claude et ses amis ne se lancent dans cette aventure, un homme avait déjà œuvré ici. Son nom, Fernand Pouillon, un grand architecte français de l'après-guerre qui, en 1973, eut le coup de foudre pour un château en piteux état. Si le château n'avait pas été refait, peut-être personne ne serait intéressé à Belcastel. Pouillon, il a sauvé son château, il a sauvé Belcastel aussi, à travers les gens qui sont passés après lui. Aujourd'hui, on ne soupçonne pas dans quel état était le château quand Fernand Pouillon l'achète. C'était quoi le château à ce moment-là? C'était un tas de ruines comme le village. Il n'y avait plus rien. Il restait qu'une tour, une demi-tour, et tout le reste était démoli. Et quand on le voit, on se dit qu'il fallait que Pouillon soit courageux pour s'attaquer à une restauration comme celle-là. Courageux et audacieux, car Fernand Pouillon ira même jusqu'à creuser une improbable piscine au pied de la forteresse. Après son décès, le château aurait pu à nouveau dépérir. Il n'en est rien grâce aux propriétaires actuels, Heidi et Nicholas. Ce couple d'Américains qui possèdent des galeries d'art à New York et à Las Vegas a acheté le château il y a plus de 10 ans. Ce sont eux qui ont ouvert le lieu au public. On peut y découvrir d'étonnantes collections. Voilà Henri II, sans doute l'une des plus belles pièces de ma collection d'armures. C'est une copie de l'original qui se trouve au musée du Louvre, réalisée au XIXe siècle par le célèbre orfèvre Christophe de Paris. Cette œuvre d'art représente la bataille de Pompée avec des détails d'une incroyable beauté. Cette armure de parade est faite de cuivre, d'or et d'argent. On a eu beaucoup de chance de la trouver car elle était dans une boutique d'accessoires de cinéma à New York. Nous avons également une collection de très vieux casques datant du 7e siècle. Mais la plupart des armures sont du 15e et du 16e. Et pourquoi aimez-vous autant les armures? Elles protègent le château. Heidi avait dès le début une idée en tête, jouer avec les époques, provoquer des rencontres inattendues. Heidi, ça ce n'est pas une vieille armure. C'est une œuvre contemporaine d'un artiste français. Je l'adore. C'est un véritable génie. Il a récemment exposé des œuvres monumentales à Paris. Il travaille dans le monde entier. Comment s'appelle-t-il? Pierre Matter. Pour moi, cette juxtaposition d'art médiéval et d'art contemporain est très intéressante. Les visiteurs peuvent s'imprégner à la fois de l'architecture, des œuvres d'art et de la beauté du panorama. Admirer de belles choses, simplement comme dans une galerie d'art. Racontez-moi, comment a commencé cette histoire entre vous et ce château? Mon mari, qui avait toujours rêvé d'avoir un château, est tombé sur une photo de Belcastel sur Internet. Nous sommes donc venus en France pour le voir et on a eu un tel coup de foudre qu'on a immédiatement versé un acompte pour signer l'acte de vente. Vous avez été les premiers à ouvrir ce château au public. Qu'est-ce qui vous a décidé? Au départ, l'idée était de créer un endroit qui soutiendrait des galeries aux États-Unis. Les artistes que nous exposons ici participent également à des expositions à New York. En fait, il y a une connexion directe entre l'Aveyron, Belcastel et New York. J'adorerais vivre ici à la belle saison, au printemps. Mais l'hiver, c'est une vraie joie de venir ici.
Et chaque fois que j'en repars, je pleure. Cet endroit me manque. Belcastel, Villefranche de Rouergue, Najac. On vient dans cette partie de l'Aveyron parce que l'on est attiré par la beauté des sites, la puissance des paysages. Mais très vite, le visiteur curieux comprend que le plus intéressant, ce sont ces femmes et ces hommes qui font vivre ces endroits, leur offrent une modernité respectueuse du passé. Ils aiment leur patrimoine avec tant de cœur, et ce cœur-là n'est pas de pierre.